Sur la possibilité de poursuivre des entreprises, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ou d'avoir effectivement un tribunal sur les dimensions financières, Monsieur Essen. Il existe un droit criminel commercial. On sait qu'il y a des activités commerciales qui dépassent des mesures de légitimité. Nous avons eu plusieurs sessions déjà, je le rappelle rapidement, d'un tribunal Russell sur la Palestine, justement. Et la deuxième session qui s'est tenue à Londres a essayé de voir quelles sont les entreprises qui se sont rendues coupables de viol du droit international en travaillant par exemple avec des colonies illégales des colonies israéliennes illégales en Palestine. C'est très difficile de faire agir là-dessus la justice, car la justice sur l'économie est extraordinairement limitée dans ses applications. Nous avons un exemple ici dont on parle toujours, qu'on évoque toujours, c'est le fameux Nestlé, et il y a combien d'associations qui ont essayé de montrer que les activités de Nestlé étaient contraires, non pas d'ailleurs à l'ordre international, mais à la légitimité humanitaire, parce que portant atteinte aux droits de ceux qui bénéficient des produits de cette organisation. Nous sommes très à court dans un véritable droit international de l'économie et de la finance. Et il n'y a qu'à voir à quel point les méfaits commis au cours des dernières années par les instances internationales, spéculatives, financières, paradis fiscaux et autres sont restés hors de toute espèce de punition ou même de jugement émis à leur encontre. Les États se rencontrent de temps en temps et disent « Ah, il faut supprimer les paradis fiscaux. » Ah oui, on va supprimer les paradis fiscaux. Alors il y a un État, par exemple, c'est quelquefois celui où nous vivons en ce moment, qui s'entend avec un État voisin pour que certaines choses irrégulières concernant les droits fiscaux de tel pays qui réfugie son argent en Suisse soient poursuivis. Ce sont de tout petits progrès, mais sur le plan fondamental, les instances financières, bancaires, commerciales, internationales jouissent encore d'une immense impunité. Merci. Et avec cette prise de position, vous répondez à de nombreuses questions qui ont été posées dans cette direction. Une autre dimension sur laquelle plusieurs d'entre vous sont venus, c'est le rôle des victimes. Parce que le tribunal est une chose, c'est-à-dire on s'occupe des bourreaux ou des personnes potentiellement responsables de ces crimes monstrueux. Mais quelle est la place des victimes dans ces procédures ? On vous demande notamment comment est-ce qu'on peut renforcer la participation des victimes dans le système de justice criminelle internationale ou dans le système de droit pénal international. Que pensez-vous? J'arrive plus à lire là. Oui, comment la justice peut effectivement arriver à se réaliser pour les victimes? Comment voyez-vous le rôle et la participation des victimes? Je crois que c'est un thème auquel également Trial s'est intéressé, puisque des projets existent pour lesquels il y a une interaction directe avec les victimes, avec les familles des victimes. Mais comment voyez-vous le rôle des victimes? Vous le savez, les règles du droit pénal international sont variables entre une tradition britannique et une tradition française. La tradition britannique, on ne s'occupe pas des victimes, on ne s'occupe que des bourreaux. Les victimes n'ont même pas à être là, sinon ça fausserait la justice, parce que évidemment
les victimes crieraient et que les bourreaux s'abriteraient derrière ces cris pour dire « nous sommes injustement jugés ». C'est une grande tradition britannique et elle s'oppose à une tradition française. Au cours des dernières années, on a fait un mélange de ces deux traditions. Et aujourd'hui, les victimes ont le droit de participer à ces délibérations. Tout à l'heure, M. Grant a cité les tribunaux pénaux internationaux qui ont vu le jour au cours des dernières 30 années sur la Yougoslavie, sur le Rwanda, sur le Liban, sur le Sierra Leone. Ce sont des tribunaux qui ont tout à fait la légitimité. Je ne les ai pas cités, mais ils ont la même légitimité que la Cour pénale internationale. Et on peut être heureux qu'ils ont été un peu les premiers éléments qui ont permis de juger comment ça pouvait aller. Et donc, ils ont joué un rôle de pionnier, de précurseur. Il faut rendre justice aux juges et aux procureurs qui ont travaillé dans ces 4 ou 5 tribunaux. Mais il reste que dans plusieurs d'entre eux, c'est la thèse britannique qui a prévalu et que par conséquent, les victimes n'ont pas eu, à mon avis, selon ce que j'en sais, la part nécessaire pour rendre ces délibérations le plus utile possible. Mais c'est un point sur lequel je voudrais écouter le message de Philippe, parce que justement, je suis heureux d'être ici et de recevoir un enseignement qui me manque. Je le reconnais bien volontiers. Dans ce domaine, mes connaissances sont largement insuffisantes et je vais écouter ce que va nous en dire M. Grant. Wow. Philippe. Wow. Peut-être revenir d'abord sur la question des entreprises qui effectivement semble susciter beaucoup d'intérêt. C'est assez anathème aujourd'hui de pouvoir imaginer qu'une Cour pénale internationale puisse un jour juger des personnes morales pour leur participation à des atrocités, pour le financement qu'elles peuvent apporter à des régimes répressifs, pour des ventes d'armes. Vous vous souvenez peut-être, en 1994, au Rwanda, on a retrouvé des traces de livraison de machettes quelques mois avant les massacres. Quelles sont les entreprises qui ont vendu ces armes ? Vous avez en tête évidemment la Sierra Leone, le Libéria, les diamants, et cette obsession du gain qui a poussé des entreprises à alimenter le conflit, souvent d'ailleurs en échange d'armes. Il y a des tas d'exemples de ce type. La Cour pénale internationale aujourd'hui ne juge que des individus, mais, et ça je dois rendre hommage au travail des diplomates français à l'époque à la conférence de Rome, il y a eu une vraie tentative de faire inscrire dans le statut de la Cour pénale internationale la capacité de juger également des personnes morales. C'est la France qui a pris les devants, elle a évidemment été battue là-dessus, mais je crois que la brèche là a été également ouverte et c'est le combat futur des juristes, des avocats et des citoyens, je l'espère, d'essayer d'ouvrir cette possibilité de traîner en justice, lorsque c'est légitime, les acteurs économiques. Une petite anecdote peut-être sur ce qui se passe en Suisse, pour vous dire à quel point ce n'est pas si simple que ça. En 2003, le Parlement a été saisi d'un projet de loi de réforme du Code pénal militaire. Je vais vous passer les détails, c'est un petit peu technique, mais en gros, le but était de rendre plus difficile la poursuite des criminels de guerre ou autres tortionnaires qui venaient en Suisse et qui n'y avaient pas leur résidence. On voulait en gros éviter des incidents diplomatiques qui seraient dus au fait que quelqu'un, un peu par hasard, se trouve en Suisse et qu'une association comme la mienne dépose plainte et le fasse arrêter. Alors le Parlement s'est dit, pour éviter cela, il faut qu'on exige, pour ouvrir des poursuites, que les personnes visées aient un lien étroit avec la Suisse. Donc le criminel de guerre doit avoir un chalet en Valais, par exemple, doit avoir de la famille, doit avoir, etc., etc. Alors quelqu'un, évidemment, il y en a toujours au Parlement, a posé une question au ministre de la Défense, un peu impertinente. Qu'en est-il si le tortionnaire, le criminel de guerre,
un compte en banque en Suisse et vient simplement rencontrer son banquier. Évidemment, ça ne suffit pas, évidemment, pour créer un lien étroit. La place financière a vraiment senti le vent du boulet. Mais donc, clairement, il n'y a pas de volonté à ce stade d'ouvrir trop largement les portes pour pouvoir poursuivre des acteurs économiques. Mais sur la base du droit actuel, les acteurs économiques sont, que ce soit les responsables d'entreprises dans les conseils d'administration ou d'autres, sujets comme vous et moi à des règles fondamentales qui font qu'ils n'ont pas le droit de participer, d'instiguer, d'être complices de crimes graves. Je ne vais pas trahir ici le travail de mon organisation, mais nous avons actuellement une plainte pénale en cours en Suisse contre une entreprise pour sa participation à, selon nous, complicité de crimes de guerre dans un pays que je tairai. On va voir comment les autorités suisses vont répondre. Nous ne demandons rien d'autre finalement que l'application du droit ordinaire, du droit habituel à des acteurs économiques qui peuvent se rendre par leurs activités, leurs actes en général, leurs omissions parfois, complices de tels crimes. Je crois qu'à ce stade, il faut être simplement un petit peu imaginatif. Et il faut développer des relais avec des acteurs de terrain dans les pays dans lesquels ces crimes sont commis pour pouvoir obtenir l'information, pour pouvoir faire venir les témoins, pour pouvoir construire les dossiers et, le moment venu, saisir la justice ordinaire de nos pays. Il y a une affaire en cours, il y en a une autre que nous sommes en train d'enquêter. Nous avons créé il y a une petite année maintenant un programme lutte contre l'impunité et responsabilité des entreprises en Suisse. Et je vous assure, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement compliqué. On aura besoin de beaucoup de juristes commerciaux aussi pour nous aider dans ce travail-là. Mais il y a vraiment du travail à faire et des portes, sinon ouvertes, du moins entrouvertes, qu'il faut pousser un petit peu plus loin. Merci beaucoup, Philippe. Je peux vous demander de donner un exemple, ou même sans citer le pays en question pour ne pas vous gêner, mais un exemple d'une entreprise qui aurait pu être associée à un crime de guerre ou à un crime contre l'humanité. Comment est-ce qu'une entreprise peut être prise à partie? Ce serait merveilleux si ça pouvait se faire. Je vois mal comment une entreprise ne se disculperait pas immédiatement en disant « moi, j'ai absolument rien à voir avec un crime de guerre, je fais des affaires avec des gens, ils sont peut-être criminels, mais ça ne me regarde pas. Moi, je suis une entreprise, je vends des armes, ces armes sont peut-être utilisées pour assassiner des enfants, mais moi, je vends des armes. Comment peut-on me rendre responsable? Mon rôle, c'est de faire marcher un commerce. Avez-vous des exemples? Pouvez-vous nous donner, nous guider sur cette piste? Y aurait-il des entreprises dont vous pourriez dire, voilà pourquoi leur action peut amener à les rendre responsables de crimes de guerre? L'exemple que vous donnez des ventes d'armes est un domaine assez intéressant et qui mérite qu'on s'y attarde. J'ai un exemple en France, une affaire qui est allée devant le tribunal de grande instance de, je ne sais plus exactement où c'était. Courageux avocat français avait introduit au nom d'une association qui s'appelait Droit contre raison d'État une plainte au civil pour obtenir je crois que c'était avant l'euro, donc un franc symbolique contre, je crois que c'était Thomson, pour des ventes d'armes à l'Irak. Ce qu'il avait argumenté, c'est que l'entreprise, au vu des résolutions des différentes instances internationales, que ce soit le Conseil de sécurité ou la Commission des droits de l'homme à l'époque, etc., au vu des rapports d'ONG, ne pouvait pas ne pas savoir que les armes qui étaient fournies au régime en question allaient nécessairement être utilisées à des fins criminelles. Nous avons ici en Suisse également des entreprises qui... vous connaissez par exemple une entreprise en Suisse centrale qui vend des avions, commence par P et qui finit par US, je vous laisse mettre le milieu, et qui vend des avions qui essentiellement sont des avions civils mais avec une faculté d'y ancrer assez facilement des bombes et qu'on retrouve sur différents terrains de combat, que ce soit en Birmanie, que ce soit au Tchad, que ce soit dans toute une série de contextes. Notre but, alors je ne dis pas que celle-là en particulier serait complice, mais notre but dans ce type de procédure, c'est de montrer qu'à partir du moment où vous avez la connaissance
de crimes commis sur le terrain, et que vous savez que, par exemple, par l'action des ONG, d'Amnesty International ou d'autres, que le régime à qui vous allez vendre ces armes va nécessairement et inéluctablement les utiliser pour commettre des crimes de guerre, que votre responsabilité est là engagée. Et ce que nous souhaiterions dans ce type d'affaires, c'est d'avoir à un moment donné, à travers un dossier, c'est pour ça que le droit peut vraiment être un levier de changement, et moi j'y crois beaucoup, peut-être pour ma paroisse, mais je pense qu'avec une affaire de ce type qui monterait jusqu'au tribunal fédéral par hypothèse, vous pouvez fixer des jurisprudences qui ensuite liront l'ensemble des entreprises du pays. Quel est le degré de connaissance qu'un conseil d'administration doit avoir lorsqu'il conclut un contrat, par exemple sur des questions d'armement? C'est plus complexe que ça, mais je schématise. Quel est le niveau de connaissance qu'un tel conseil d'administration doit avoir? À partir de là, où l'on sait à l'aune de quels critères tenir ces personnes, ces acteurs économiques responsables, il faut développer de nouvelles manières d'agir, de nouvelles manières de lutter, en particulier, je crois, l'information, filtrer et soumettre aux organes compétents de ces acteurs économiques les informations qui feront qu'à un moment donné, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va peut-être évoluer un peu dans la conversation avec d'autres thèmes que vous avez proposés ici. Et Monsieur Hessel, vous faites un plaidoyer pour les Nations Unies. On a une question très claire. Pensez-vous que les Nations Unies, le système de l'ONU doit être réformé? La question est, pensez-vous que les 5 membres permanents de l'ONU, donc du Conseil de sécurité, j'imagine, ont encore une raison d'être? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de véritablement penser que les Nations Unies ont une capacité d'influer positivement sur le droit international, ou ne sont-elles pas aussi piégées par le politique et par la suprématie des 50 puissances? Alors, 2 choses. D'une part, les Nations Unies sont extraordinairement utiles pour promouvoir le droit international. Et elles disposent d'un nombre considérable d'instances qui font depuis plus de 60 ans maintenant, un travail remarquable, que ce soit le Conseil des droits de l'homme, que ce soit les unions internationales, des télécommunications, de l'aviation civile, de l'agriculture et de l'alimentation, du programme des Nations Unies pour le développement. Il y en a une que l'on met toujours en accusation, comme si elle était la seule instance véritablement importante de cet énorme appareil que représentent heureusement pour nous les Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité. Je voudrais rappeler, je trouve que j'étais là à l'époque, que lorsqu'on a mis en place la Charte des Nations Unies, il fallait faire travailler ensemble les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas besoin de vous dire que ces 5 vainqueurs n'étaient pas forcément d'accord sur tout. Il y avait là la Chine, qui n'était d'ailleurs pas la Chine de Mao, c'était bien avant. Il y avait l'Union soviétique, il y avait les États-Unis, il y avait 2 puissances européennes, la Grande-Bretagne et la France. Et on s'est dit, pour qu'ils acceptent de travailler ensemble et qu'aucune d'entre elles ne se sentent exposées à être mises en minorité et ses intérêts majeurs par là mal défendus, il fallait trouver une formule et ça a été la formule de l'unanimité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui veut dire que chacun de ces 5 pays a le droit depuis lors d'exercer son refus devant un problème particulier, pas seulement un problème qui le concerne directement, mais un problème qui concerne un pays avec lequel il a des rapports privilégiés. On a accepté que cette partie-là de la charte ne soit pas modifiée, alors que d'année en année, de décennie en décennie, tous ceux qui, comme moi, portaient la volonté d'une réforme des Nations Unies, ont plaidé pour que le Conseil de sécurité soit transformé,
qu'il soit d'une part élargi à d'autres nations qui sont aussi importantes aujourd'hui que les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi pas l'Inde? Pourquoi pas le Japon? Pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas le Brésil, l'Union sud-africaine? Ayons un Conseil de sécurité plus large et arrivons à ce qu'aucun veto ne puisse y être exercé, mais que les résolutions y soient prises à une majorité confortable, une majorité des 2/3. Cette réforme, combien de mes amis, je pense à mon vieil ami Brian Urquhart et à tant d'autres, ont plaidé d'année en année pour que ce changement s'opère. Mais la charte est rédigée de telle manière que sa transformation, elle, ne peut s'opérer qu'avec l'accord des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Nous sommes donc enfermés. Est-ce que c'est un enfermement pour toujours? Je crois que non. Je crois que ce qu'on appelle les nations émergentes, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais on les appelle comme ça, les grands pays qui aujourd'hui ont au moins autant d'intérêt à ce que le droit international fonctionne bien que les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, ces nations vont faire une pression croissante. Je souhaite avant tout qu'on ne sorte pas de la Charte des Nations Unies, qui est fondée sur des valeurs humaines fondamentales, et qu'on ne se mette pas à faire des G8, des G9, des G20, qui n'ont aucune légitimité, et que nous n'avons aucune raison de devoir se substituer à ce qui se trouve d'essentiel dans la Charte des Nations Unies. Alors, ce n'est pas la seule réforme dont nous avons besoin. J'en cite tout de suite, puisque vous m'avez donné la parole. Méfiez-vous, quand on me donne la parole, je parle toujours trop longuement. Tant pis pour vous. La deuxième réforme, évidemment indispensable aujourd'hui, c'est de tenir compte des dangers que court notre planète et d'avoir enfin une organisation mondiale de l'environnement. Dans quelques mois, la conférence Rio+20 va se réunir au Brésil. Elle aura pour tâche de voir où nous en sommes pour la protection indispensable de l'environnement et de notre planète. Est-ce que nous arriverons à aller plus loin que Copenhague, plus loin que Durban, qui viennent se tenir sans beaucoup d'effet sur les problèmes du climat? Continuerons-nous à subir la volonté hégémonique d'un certain nombre d'États qui ne veulent pas qu'une transformation se passe dans le sens d'une gouvernance mondiale dont ils ne seraient plus les maîtres? Eh bien, ça, voilà un objectif à atteindre. Un deuxième objectif, nous l'avons déjà évoqué, l'effroyable écart entre l'immense pauvreté. 833 millions d'enfants meurent de faim en ce moment dans le monde. C'est beaucoup trop. Cet écart croissant entre les très riches qui gagnent 100 millions de dollars par mois et qui trouvent que ce n'est pas tout à fait suffisant parce que le camarade, lui, il en gagne 200 millions par mois. Entre ceux-là, les 1% de Occupy Wall Street et les extrêmement pauvres, là aussi, les Nations Unies avaient mis sur pied, au moment de leur création, un conseil économique et social. Il est devenu un 5e roue du carrosse, personne ne s'en occupe plus. Alors que nous aurions plus que jamais besoin d'un conseil de sécurité économique et sociale. C'était le vœu de M. Gorbatchev, qui connaissait quelque chose aux problèmes du monde, de M. Jacques Delors, qui est un grand Européen. Eh bien, ce conseil-là n'est toujours pas mis sur pied. Je le vois comme ayant le même rôle que le Conseil de sécurité politique, c'est-à-dire qu'il se réunirait constamment et qu'il pourrait à chaque instant être saisi des problèmes de l'injustice sociale dans le monde et qu'il serait composé des chefs d'État
des 25 nations les plus importantes et qu'il s'appuierait sur les valeurs de la Charte des Nations Unies. Voilà l'objectif à atteindre. On y arrivera si nous nous mobilisons tous ceux qui sont dans cette salle d'abord, mobilisez-vous, et tous les autres, mobilisons-nous ensemble. Merci infiniment pour cet appel. Je crois qu'il est très bien entendu ce soir. Il y a plusieurs situations plus spécifiques de pays que certains participants et participantes souhaiteraient évoquer avec vous. Alors, on ne va peut-être pas réussir à toucher toutes les situations, mais il y en a une dont on ne peut pas ne pas parler, qui est la situation aujourd'hui en Syrie. On se pose la question, comment faire quelque chose pour sauver les gens qui, chaque jour, meurent et n'ont toujours pas pris les armes ou seulement très partiellement contre le pouvoir syrien. Comment faire alors qu'effectivement, au niveau du Conseil de sécurité, on a un certain nombre d'États qui bloquent toute possibilité d'intervention des Nations Unies. Que faire aujourd'hui, M. Hessel, pour la situation des droits humains en Syrie? Alors, je dirais que c'est une situation sur laquelle nous n'avons pas de moyens efficaces d'intervenir. Ce sont les Syriens qui doivent mener ce combat avec fermeté et détermination jusqu'au bout, et je leur fais confiance, ils le feront. Que pourrait faire la société, la communauté, comme on dit, internationale? Que pourrait faire, par exemple, le Conseil de sécurité? Souvenons-nous de ce qui s'est passé pour la Libye. Là, le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui n'était d'ailleurs que la répétition d'une résolution qui avait été adoptée 15 ans plus tôt pour l'Irak. On avait dit au gouvernement irakien, M. Saddam Hussein, vous commettez un crime insupportable en bombardant avec des gaz lacrymogènes une partie de votre population, la partie kurde, c'est inacceptable. Nous avons là un droit d'ingérence. Nous devons pouvoir vous empêcher de bombarder cette région. Et on a effectivement organisé une force aérienne qui a empêché Saddam Hussein de continuer à bombarder les Kurdes. En Libye, on s'est dit on va faire la même chose. On va essayer d'empêcher Kadhafi de massacrer sa propre population. Ah oui, mais c'était beaucoup plus difficile parce que ce n'était pas une partie de la Libye, comme au moment de l'Irak, qui était victime, c'était l'ensemble, et l'ensemble très dispersé, avec des partis qui étaient fidèles à Kadhafi et d'autres qui s'étaient révoltés contre. Comment faire? Eh bien, on a quand même essayé de faire. La résolution 1973, il faut toujours citer les chiffres, ça fait bon effet. On se dit, tiens, il sait ça. La résolution 1973 disait, vous avez le droit d'intervenir, vous, Conseil de sécurité, et les nations qui vous composent, pour empêcher Kadhafi. Mais vous ne devez pas faire une action sur le terrain, vous devez seulement, par des moyens aériens, essayer de détruire ces moyens d'action et de sauver ainsi les citoyens qui se sont révoltés. Ça s'est passé de façon très complexe. Les Nations Unies n'avaient pas les moyens. La France et la Grande-Bretagne auraient voulu agir seuls, mais ils n'avaient pas les moyens. On a donc dû faire appel à l'OTAN. Scandale, parce que l'OTAN, c'est fait pour protéger l'Atlantique Nord, c'est pas fait pour intervenir en Afrique du Nord. Mais il n'y avait pas d'autre moyen, et on l'a fait. Et finalement, Kadhafi a été éliminé.